Je vais commencer. La première séance de ce matin porte sur le témoignage et la transmission. Le premier conférencier est Michel Biron. Michel est professeur de littérature à l'Université McGill et le titre de sa présentation est l'acte de témoigner l'exemple de Dany Laferrière. Merci Catherine. Oui, j'ai mis un sous-titre pour pas que vous ayez trop d'attentes. Il ne s'agit pas d'une réflexion sur l'acte de témoigner en général. J'aurais pu mettre un autre sous-titre, restons modestes, vous verrez pourquoi tout à l'heure. Dans le descriptif du colloque, les organisateurs évoquent la possibilité d'une tierce opposition entre les pôles traditionnels que sont, d'un côté, l'autonomisation complète de la littérature et l'autre son hétéronomisation ou son instrumentalisation. Les oppositions entre l'art pour l'art et l'art politique, l'art inutile et l'art social, la littérature légitime et la littérature commerciale, la littérature nationale et la littérature universelle, etc. Ces oppositions, soi-disant fondatrices de la modernité, se sont émoussées ou sont dépassées. L'écrivain contemporain est l'héritier de ces tensions, mais il sait que même l'art pour l'art est politique, comme l'a montré Jacques Rancière, et il lui semble absurde de devoir choisir entre l'autonomie et l'hétéronomie de la littérature. Il y a longtemps que les rapports entre politique et littérature ne se ramènent plus à l'image stendhalienne du coup de pistolet au milieu d'un concert. Nous savons aujourd'hui que le coup de pistolet le plus immotivé en apparence, par exemple celui de Meursault dans L'étranger, est lourd de signification politique, comme l'illustre de belle façon le roman Meursault contre-enquête de Kamel Daoud. Certes, l'écrivain n'est jamais tout à fait quitte avec les assignations que suppose l'autonomie relative de la littérature. Il doit répondre, comme dans une scène d'interpellation, à une injonction paradoxale qui lui est faite, à une demande de sens aporétique selon laquelle la littérature doit être à la fois utile et inutile, utile parce qu'inutile. Dans tous les cas, l'écrivain moderne ou postmoderne doit mettre sur une même balance les deux mots autonomie et relative. Or, la balance ne fonctionne pas de la même façon selon les espaces nationaux, les situations sociales, les contextes historiques et bien sûr les individus. Il y a des circonstances où l'adjectif relatif pèse plus lourd, comme en temps de guerre, mais aussi de façon plus large lorsque les écrivains appartiennent à des groupes politiquement dominés ou témoignent de situations particulièrement dramatiques. Lorsque Dany Laferrière écrit « Tout bouge autour de moi » au lendemain du tremblement de terre qui a ravagé le parti d'Haïti en janvier 2010, l'écriture constitue à coup sûr un acte, un témoignage qui rend compte d'un événement. Ce petit livre écrit à chaud, qui est collé à l'actualité, il obéit à une impulsion qui ressemble à celle de n'importe quel témoin du drame, qui consiste à noter et à communiquer ce qu'il a vu. Mais le témoin ici n'est pas qu'un témoin ordinaire, c'est un écrivain. Qui plus est, un écrivain dont toute l'œuvre est ouvertement autobiographique, un écrivain qui ne cesse de se raconter, de se mettre en scène dans ses fictions, de témoigner de ce qu'il voit et de ce qu'il fait. Dès le début de Tout bouge autour de moi, l'écrivain rappelle les circonstances. Il était à Port-au-Prince avec d'autres écrivains, les éditeurs, les critiques haïtiens, québécois et du monde entier pour participer à un festival littéraire. Je le cite, cela s'annonçait excitant, car pour la première fois, la littérature semblait supplanter le discours politique dans la faveur populaire. Les écrivains étaient invités à la télévision plus souvent que les députés, ce qui est assez rare dans ce pays à fort environnement politique. Ainsi, l'écrivain se réjouit de l'ouverture médiatique qui lui est offerte, une ouverture rare dans un pays à fort environnement politique. On voit bien d'entrée de jeu que l'opposition entre littérature et politique constitue un topos, et que l'écrivain cherche d'un côté à marquer sa distance face au pouvoir politique, mais aussi de l'autre à occuper le maximum d'espace social et médiatique. Le refus de la politique et le désir de sortir la littérature de sa tour d'ivoire vont de pair. L'événement central de Tout bouge autour de moi, le tremblement de terre, s'est produit à 16h53 et n'a duré qu'une minute, note l'écrivain dans le premier fragment de ce livre qui en compte 128. Je le cite. Tout cela a duré à peine une minute, mais on avait 8 à 10 secondes pour prendre une décision. Quitter l'endroit où l'on se trouvait ou rester. Très rares sont ceux qui avaient fait un bon départ. Même les plus vifs ont perdu 3 ou 4 précieuses secondes avant de comprendre ce qui se passait. Haïti a l'habitude des coups d'État et des cyclones, mais pas des tremblements de terre. Le cyclone est bien annoncé, un coup d'État arrive précédé d'un nuage de rumeurs. J'étais dans le restaurant de l'hôtel avec des amis, l'éditeur Rodney Setelois et le critique Thomas Speer. Thomas Speer a perdu 3 secondes parce qu'il voulait terminer sa bière. On ne réagit pas tous
de la même manière. De toute façon, personne ne peut prévoir que la mort l'attend. On s'est tous les trois retrouvés à plat ventre, au centre de la cour, sous les arbres. Très rares sont ceux qui avaient fait un bon départ. C'est comme si l'écrivain décrivait une course plutôt qu'un événement tragique. L'écrivain joue du contraste entre les plaisirs de la table et la catastrophe qui survient tout à coup. Nul pathos ici, mais une familiarité qui donne le sentiment que l'auteur est un proche, un témoin fiable, un témoin qui est attentif à ce que font les gens autour de lui et ne décrit sa propre réaction qu'en la mêlant à celle du groupe qui l'entoure. La fonction référentielle est primordiale. L'écrivain nomme ses amis, René Saint-Éloi et Thomas Speer, comme il a aussi nommé le restaurant juste avant ce passage. Toutes les phrases sont courtes, simplement juxtaposées, comme s'il s'agissait de notes prises rapidement, sans souci de faire littéraire. La charge émotive est telle qu'il n'est pas nécessaire d'en remettre, d'intensifier le drame. L'écrivain peut même se permettre de faire sourire son lecteur en notant que Thomas Speer a pris 3 secondes pour finir sa bière ou que les Haïtiens ont l'habitude des cyclones et des coups d'État, mais pas les tremblements. Plus loin, l'écrivain rapporte comment les autres Haïtiens, en dehors de ses poches, ont vécu la même minute, mais il ne peut pas témoigner de ce qu'il n'a pas vu directement. Il rapporte donc ce que d'autres lui ont dit, ont vu, et ces témoignages indirects n'ont pas la même force que le sien, de sorte que le livre perd rapidement de son intensité. C'est tout le contraire dans un autre livre récent de Daniela Ferrière, L'énigme du retour, paru en 2009, centré cette fois sur la mort du père de l'auteur. Ici, l'écriture n'est pas collée sur l'événement qui a eu lieu en réalité en 1984. Et elle s'assume nettement comme un acte littéraire, d'autant plus que le même événement avait fait l'objet d'un premier récit, Pays sans chapeau, paru en 1996, qui racontait le premier retour de l'écrivain dans son pays natal. Ce sont les mêmes faits, la même réalité, à un événement près, entre les deux livres, entre 1996 et 2009, il y a eu la mort d'Aimé Césaire. Le deuil intime se double dans l'énigme du retour d'un deuil littéraire. L'acte littéraire n'a pas le même sens selon qu'on écrit à Paris, New York ou dans une de ces petites littératures dont Kafka a parlé, pour souligner que l'histoire littéraire est toujours indissociable de l'histoire du peuple, de l'histoire nationale, du contexte politique immédiat. Dans ces petites littératures, la littérature a toujours déjà un acte, car elle est a priori perçue comme un acte. Avant même d'être écrite, l'œuvre est harnachée à une rivière qui lui impose son mouvement, de sorte que l'écrivain doit composer et ruser avec cette force qui emporte son texte. Au Québec, on sait par exemple à quel point toute la littérature des années 60 et 70 a été entraînée par cela même qu'elle appelait de ses voeux la Révolution. Celle-ci a bien eu lieu, tranquillement et pourtant à toute vitesse, forçant l'écrivain à porter un drapeau dont il ne voulait pas toujours, le condamnant même à écrire obstinément non-poème sur non-poème, non-roman sur non-roman. Dans le reste de la francophonie, le surgissement du politique au milieu d'une œuvre d'imagination, ces coups de pistolet, symboles de mauvais goût, sont encore plus nombreux et plus meurtriers que dans la très pacifique littérature québécoise, y compris dans la poésie qui est parfois d'autant plus littéraire qu'elle s'assume comme un acte politique, comme le montre le célébrissime recueil de Césaire, cahier d'un retour au pays natal, acclamé par Breton comme le plus grand monument lyrique de ce temps. L'écrivain francophone est l'héritier de cette littérature en acte, et il lui arrive souvent de dialoguer avec elle, à la fois pour s'en réclamer, pour s'en distancier, toujours avec ambivalence, comme le montre le mélange de poésie et de prose dans L'énigme du retour, dont les phrases très banales sont découpées en vers, comme pour obliger le lecteur à ralentir sa lecture. Malgré cette forme hybride, poético-prosaïque, il n'y a guère de mystère dans les livres de la Ferrière, qui s'amuse au contraire à donner au lecteur les clés pour ouvrir toutes les portes de l'interprétation, au point même où le critique s'y sent quelque peu superflu. L'œuvre ne cache rien, elle exhibe au contraire le processus de lecture, ruse avec les catégories critiques, comme cette catégorie fourre-tout appelée écriture migrante, avec cet inépuisable jeu des comparaisons entre le nord et le sud, Montréal et Port-au-Prince, le blanc et le noir, etc. La Ferrière a fait son pain et son beurre de ces oppositions, tantôt avec sérieux, tantôt avec une désinvolture qui est à son œuvre ce que l'ironie est à Voltaire. On lui dit « Vous êtes un écrivain québécois, haïtien, francophone ?» Il répond « Je suis un écrivain japonais. » Chez lui, le comique, le cliché, le banal, le populaire ne sont pas séparables d'une conscience exacerbée de la modernité de l'écriture, qui est toujours mise en scène, théâtralisée, ironique, bien que toujours très connectée à une manière d'être. Il lit Borges dans sa baignoire. Il cite ses critiques, son éditeur, il raconte 1000 fois comment il a écrit ses romans, ses chroniques, ses essais.
mêlant constamment le récit de soi, le récit de ses lectures, ou encore celui de ses souvenirs, des sensations qui l'ont marqué. Je pratique, explique-t-il dans son discours de l'épée, prononcé en 2015, juste avant d'entrer à l'Académie française, une esthétique que je qualifierais d'esthétique de la roue, qui tourne sur elle-même pour avancer. Je ne laisse derrière moi aucun souvenir, aucune sensation. Tout fait retour chez lui, tout devient un acte littéraire. Manger est un acte aussi littéraire que lire ou écrire. Parler est un acte littéraire. Ne rien faire est un acte littéraire, comme il s'en vante dans l'art presque perdu de ne rien faire. Titre de l'essai. L'exil est aussi un acte littéraire, bien sûr, et sans doute l'acte littéraire par excellence dans le cas de La Ferrière, tant l'exil est pour lui libérateur et correspond à sa naissance comme écrivain. Il l'a dit et redit, je suis né en Haïti, mais je suis né comme écrivain à Montréal. Il plaint ceux qui ne sont pas sortis de leur village. Je le cite, seul le voyage sans billet de retour peut nous sauver de la famille, du sang et de l'esprit de clocher. Ceux qui n'ont jamais quitté leur village s'installent dans un temps immobile qui peut se révéler à la longue nocif pour le caractère. Sa valise est toujours pleine de livres. La position de La Ferrière n'a rien d'unique, mais elle est tout de même assez particulière, tant au sein de l'espace littéraire québécois qu'haïtien. Il sait bien ce que signifie écrire dans le contexte politique qui est le sien. Autour de lui, plusieurs intellectuels haïtiens ont payé de leur vie leurs prétentions littéraires. Il y a pour lui, comme sans doute chez tout écrivain haïtien, un tragique de l'écriture qui précède l'œuvre et qui donne à leurs textes, y compris les plus légers, un réalisme grave. La Ferrière ne cherche pas à compenser cette lourdeur, cette gravité, et il se méfie de la parole fleurie antillaise, comme il écrit dans Pays sans chapeau. Il ne se veut pas un conteur comme Chamoiseau, et le merveilleux n'est pas son affaire, même s'il fait allusion à bien des endroits au versant nocturne de la vie haïtienne, à la force symbolique du culte vaudou, auquel il emprunte l'une de ses divinités, le dieu Legba, qui assure le passage entre le monde des vivants et celui des morts. Contrairement à Chamoiseau, Glissant et aux autres grands noms de la francophonie caribéenne, l'œuvre de La Ferrière est indissociable de Montréal. Il faut dire un mot sur cette intégration rapide et très heureuse d'un écrivain d'origine haïtienne dans le Québec cosmopolite des années 80. À la différence de Césaire et Sandor, qui sont tous les deux montés très jeunes à Paris, La Ferrière monte à Montréal, si on peut dire, et il trouve une Amérique à sa mesure, une sorte de petit centre francophone, grâce auquel il va vivre de sa plume, se faire un nom, bien au-delà du Québec d'ailleurs, comme le prouve sa récente entrée dans l'Académie française, comme le prouve aussi la reconnaissance qu'il suscite auprès d'une autre génération d'écrivains francophones, d'Alain Babancourt à René Saint-Éloi. D'une petite littérature à l'autre, plutôt que de la périphérie au centre, il y a une communauté des bords de l'espace littéraire francophone qui n'est plus tout à fait une utopie. Cette connivence ne va pas de soi, s'agissant de deux cultures aussi différentes à bien des égards que celle d'Haïti et du Québec. Même s'ils appartiennent tous deux à l'Amérique, un monde les sépare, dans la situation de pauvreté extrême du peuple haïtien ne se compare pas au confort de la société québécoise moderne, dans les dictatures tragiques de l'histoire haïtienne n'ont rien à voir avec la grande noirceur québécoise. Ce contraste, les écrivains montréalais d'origine haïtienne n'ont cessé de le mesurer, de l'éprouver, de l'interroger. Non pas sous la forme attendue du racisme, même si le premier roman de La Ferrière commence à l'amour avec un nègre sans se fatiguer, à exploiter cette veine avec le succès que l'on sait. Pour l'écrivain sociologue d'origine haïtienne Émile Olivier, qui a mené une carrière à l'Université de Montréal, le drame ne vient pas de la résistance de la société d'accueil face à l'étranger, aux Noirs, mais au contraire de l'absence de réaction. Dans son roman autobiographique publié en 2004 sous le titre La Brûlerie, qui est le nom du café où se rassemblent l'auteur et quelques amis de la communauté haïtienne, Émile Olivier écrit ceci. Après mûre réflexion, nous avions convenu que cette ville faisait planer sur nous une menace, et la première, la principale, en un lieu tel Montréal, c'était le vide. Une crainte permanente, l'obsession d'être aspiré par cette sorte d'ozone spirituelle, cette eau de javel qui nous blanchissait subrepticement. Sans doute, ce sentiment de vide est-il propre à toute forme d'exil, qui suppose de repartir à zéro, mais il se trouve ici en quelque sorte redoublé par un vide extérieur face auquel il est désemparé. On ne peut pas lutter contre un tel vide, ni le fuir. Ce vide est d'autant plus mystérieux et effrayant qu'il est continuellement opposé à la mémoire d'un conflit dont l'écrivain a voulu se sortir. Chez Olivier, comme chez La Ferrière, ou encore chez Édouard Glissant, l'expérience tragique appelle une sortie du tragique, son dépassement. L'écrivain se situe hors du cadre colonial tel que dénoncé
naguère par Césaire pour imaginer d'autres types de relations. Glissant théorise cette sortie du tragique en se réclamant du divers, du tout monde, en s'inspirant notamment de la métaphore du rhizome de Deleuze et Guattari. Laferrière, lui, se tient en marge de tout débat philosophique et fait de l'acte littéraire un témoignage ostensiblement non tragique. Cette désinvolture narquoise ne passe pas seulement par le refus des identités collectives auxquelles on ramène sans cesse les premiers francophones, depuis Orphée Noir jusqu'au Nègre ou Blanc d'Amérique, on a parlé ici au Québec. L'auteur de L'énigme du retour sait bien, comme tout écrivain postmoderne, à quel point la littérature a été et continue d'être un acte au sens politique du terme. Il évoque dans tous ses textes le conflit qui est à l'origine même de son exil et donc de son écriture, dénonçant la dictature haïtienne qui l'obligeait à fuir vers le nord. Il a décrit en long et en large le tumulte de son départ en 1976, notamment dans Le Cri des oiseaux fous, publié en 2000, qui suit la chronologie presque minute par minute de la journée où il s'est enfui. Mais même le récit de cette journée décisive est inouï de tragique, tout comme ce sera le cas dans Tout bouge autour de moi. Plus le drame est intense, moins l'écriture a besoin d'insister. Sur ce plan, il est difficile d'imaginer deux sociétés plus opposées que la québécoise et l'haïtienne, comme la glace et le feu qui servent de métaphore tout au long de l'énigme du retour. Au Québec, la non-participation aux grandes tragédies de l'histoire universelle constitue un lieu commun des textes phares de la modernité. Le refus global a laissé percutant d'Hubert Aquin qui dénonçait la fatigue culturelle du Canada français. C'est d'ailleurs contre cette fatigue, ce non-conflit permanent, que vont s'élever les écrivains québécois voulant faire de la littérature un acte politique. Un écrivain exilé comme Laferrière, qui est peut-être l'écrivain migrant le plus intégré à la culture québécoise, il fait partie de la gang, disait Gilles Marcotte, n'hérite pas de telle fatigue culturelle. Sa fatigue a lui un tout autre sens. Quand il intitule un autre essai « Je suis fatigué », le mot fatigué n'a pas le même poids politique que dans le texte d'Hubert Aquin. Ce n'est pas une fatigue culturelle. Dans L'énigme du retour, Laferrière s'amuse de ce contraste dans un dialogue avec un étudiant en sciences politiques qui lui demande « Vous ne vivez pas ici? Je viens de Montréal. Il n'y a pas de dictateur là-bas, à ce que je sache. Non, mais il y a l'hiver. » Malgré tout, les deux fatigues se rejoignent par leur commun refus du grandiose tragique. Blanchot disait au début de l'entretien infini que la fatigue est le plus modeste des malheurs. Laferrière ne renonce pas à faire de la littérature un acte, mais l'écriture devient chez lui un acte conscient de ses limites, un acte modeste, au sens que Jacques Rancière donne à ce mot, je le cite, non seulement quant à sa capacité de transformer le monde, mais aussi quant à l'affirmation de la singularité de ses objets. L'écrivain ne croit plus à l'originalité tout romantique de son travail ou de son malheur. Sa tragédie n'a rien d'unique ni de fatal, elle ne lui est pas propre. D'où cette constante dédramatisation chez Laferrière lorsqu'il s'agit d'évoquer la guerre des races ou les malheurs de son pays natal. Dans L'énigme du retour, l'auteur revient une nouvelle fois sur le récit de l'exil qu'il construit depuis 1985. Quiconque a lu un texte de Laferrière connaît déjà cette histoire, plusieurs fois racontée par son auteur dans les 10 volumes qui forment son autobiographie américaine, de même que dans ses essais et ses entretiens. Le roman s'ouvre sur la scène qui clôt Le Cri des oiseaux fous. Il s'agit du coup de téléphone qui lui annonce la mort de son père. La nouvelle coupe la nuit en deux, l'appel téléphonique fatal que tout homme d'âge mûr reçoit un jour. Mon père vient de mourir. Et ceci écrit avec un découpage en vers. Le voici donc confronté à la mort de son père, qu'il n'a jamais revu depuis l'âge de 4 ou 5 ans, c'est-à-dire depuis que son père a fui son pays. Il a bien essayé de le rencontrer à New York, où il s'était installé, mais l'homme n'avait jamais voulu lui ouvrir sa porte, criant à son fils qu'il n'avait ni femme, ni enfant, ni patrie. Nous n'en saurons guère plus sur ce drame évoqué discrètement, presque au passage, mais l'absence du père ne s'oublie pas, ne peut pas s'oublier, et le récit y fera plusieurs fois allusion. Césaire, lui, est mort en 2008, soit au moment même où Laferrière rédige L'énigme du retour, qui porte en épigraphe une citation du cahier du retour au pays natal. Et on sait que Laferrière aurait bien voulu donner ce titre à son livre. L'acte autobiographique s'est mué en un acte littéraire, les deux figures, celle du père biologique et du père littéraire, se superposant de façon explicite tout au long du roman. Mais ces deux pères, il y a longtemps que le fils les a rejetés, plutôt écartés, mis de côté. Car s'il est un enseignement qu'il retient de l'héritage de ces deux révolutionnaires, c'est que leur révolte héroïque n'est pas la sienne. À la tradition de la rupture qu'ils incarnent l'un et l'autre, Laferrière oppose une subversion d'un nouveau genre. Le politique passe chez lui par le thème inattendu du bonheur. Je le cite, la chose la plus subversive qui soit, et je passe ma vie à le dire, c'est de tout faire pour être heureux, à la barbe du dictateur.
À l'utopie révolutionnaire à laquelle a cru son père, le fils d'Annie substitue une forme de vie qui n'a plus de dette à l'égard du régime politique. Je cite encore, « Le dictateur exige d'être au centre de notre vie, et ce que j'ai fait de mon mieux dans la mienne, c'est de l'avoir sorti de mon existence. » Cette coupure, bien sûr, ne va pas sans reniement, ni sans douleur. Je cite encore, « J'avoue que pour ce faire, il m'a fallu jeter parfois le bébé avec le bain. » Le retour vers le pays, mais aussi vers ses deux pères, constitue en ce sens une forme de réparation. Laferrière a tourné le dos au militantisme politique de sa jeunesse, de ses ennemis, surtout de son père. Je n'écoute pas la rumeur et l'idéologie m'indiffère, écrit-il une fois arrivé dans ce pays. Et pourtant, il est presque impossible de ne pas y songer à tout instant, tant l'idéologie est partout présente. Il est devenu écrivain, mais qu'est-ce qu'être écrivain dans un pays comme Haïti? À Montréal, il s'amuse avec l'étiquette d'écrivain migrant, la tourne en dérision, mais à Port-au-Prince, ce n'est pas si simple. Il ne peut pas s'en tenir au personnage ludique qu'il s'est fabriqué à travers ses livres et ses interventions médiatiques. S'il retourne en Haïti, c'est pour combler la distance que risque de creuser l'écriture abandonnée à elle-même. Je cite, « Je prends conscience que je n'ai pas écrit ces livres simplement pour décrire un paysage, mais pour en faire encore partie. » Mais voilà que le vendeur de journaux lui vend un exemplaire en le faisant payer le prix que paient les clients étrangers. L'écrivain a beau lui montrer sa photo dans les pages du même journal qu'il veut lui acheter et clamer son identité haïtienne, l'autre lui dit qu'il est comme un étranger puisqu'il vit à l'hôtel. Pour moi, vous êtes un étranger comme n'importe quel autre étranger. L'étranger chez lui, comment donc ne pas se sentir coupable? Le paradoxe ne semble pourtant pas lui déplaire tout à fait. C'est la posture de l'écrivain voyageur, légèrement en surplomb des sociétés qu'il côtoie et comme libre d'accentuer ou non cette distance. Dans l'énigme du retour, il choisit d'occuper cette distance et d'assumer la part de honte qui s'y rattache. Il écrit « Et je me sens mal à regarder ma ville du balcon d'un hôtel. » Mais il reste néanmoins sur ce balcon, comme le baron perché de Calvino restait dans son arbre. Il désencombre le monde, le ramenant au paysage immédiat. Mon ami baisse la vitre pour acheter des carottes et des oignons. Un chien cherche le soleil et finit par s'allonger près du mur. Écrire, c'est noter ce qu'il y a autour de soi. L'écriture oblige à être présent, attentif, ici, maintenant. Voir le monde, le sentir, faire corps avec lui. L'odeur de cette terre grasse m'étourdit les tons à la même page que les citations précédentes. L'acte littéraire se résume à sa plus simple expression. L'écrivain collectionne des souvenirs de sensations, le bruit de la mangue qui tombe au sol, la douceur de l'air, la beauté sensuelle de la lutte d'une fille. Même Césaire est ramené au niveau de la sensation corporelle. On nous a apporté du café, j'ai aussitôt dans la bouche le goût de Césaire. Il avait lu Césaire sans grand enthousiasme avant de s'exiler à l'âge de 15 ans. Je le cite, je l'avais trouvé bien fade à la première lecture, il y a près de 40 ans. Comment peut-on trouver l'écriture archi-lyrique de Césaire trop fade, trop nue, trop prosaïque, c'est le mot qu'il emploie. Ce mot prosaïque veut dire sans doute trop tragique, c'est-à-dire trop exclusivement tragique. Donc trop collé au combat collectif, comme son père, qui était un dandy révolutionnaire. Césaire était porté par une rage que Dany Laferrière, en cela assez typique de l'ère postmoderne, remplace par l'esprit de dérision, le goût de la déconstruction, de la parodie, mais aussi par une forme de sérénité nouvelle. Il écrit « J'ai besoin d'un homme serein et non d'une bougre en colère ». La littérature contemporaine ne renonce pas au tragique, mais le met en perspective, le soumet au pouvoir dissolvant de l'ironie, le ramène à un réalisme modeste, dépouillé, désillusionné, libéré de ses mythes, ramené à l'expérience sensible. Dany Laferrière, si obsédé par le rêve soit-il, si porté à se projeter dans ses lectures, colle au réel comme si c'était une conquête, ou une façon de résister aux emportements de ses pairs, mais aussi plus simplement aux formes d'inattention des contemporains. Et c'est là que l'écriture du témoignage redevient acte poétique, saisi d'un réel qui n'est plus simplement une suite de clichés tournés en dérision, mais d'expériences traversées par l'énigme de l'autre. Le retour dont parle Laferrière est le retour à un réel dont la littérature est le truchement. Même Legba, les autres dieux vaudous, sont ici des signes d'une réalité littéraire plutôt que métaphysique, une réalité qu'incarne une poule noire que Laferrière va traîner avec lui à la fin de son séjour comme un rappel de ses origines. Avant de repartir, Dany Laferrière laisse à son neveu, prénommé aussi Dany, son exemplaire du cahier de retour au pays natal, comme s'il n'en avait plus besoin, ou comme s'il voulait à présent donner à autrui ce qu'il a reçu en héritage. Puis il s'en va, seul, au village de son père. Il accomplit un rituel apparemment dénué de sens, puisqu'il n'a pas de corps à enterrer.
des funérailles sans cadavre, une cérémonie si intime qu'elle ne concerne que moi. Tout le récit est construit pour aboutir à cette scène hautement symbolique, au cours de laquelle le narrateur observe le cimetière sans prendre part à rien, acte gratuit par excellence, mais qui débouche sur la rencontre de gens qui font la même chose que lui, des gens venus enterrer leurs proches et avec qui le narrateur se met à parler. Un vieillard polyglotte, lecteur de Virgile, invite le narrateur à la cérémonie qui suit l'enterrement. Personne ne lui demande d'où il vient, et c'est comme si une communauté nouvelle prenait forme sans égard à l'origine ethnique ou sociale. C'est un moment de pure félicité, donc de pure subversion. Je le cite, « Je me sens tout à coup si léger, le ciel n'est pas plus loin que cette feuille de bananier que ma tête frôle. » Quelque chose s'est enfin produit qui tient à l'écriture elle-même, à ce voyage étrange dont nous lisons le récit finalement moins désinvolte qu'on ne l'a cru, qui est une remontée vers le lyrisme de la jeunesse et de la poésie avec Césaire, vers le chant de ses compatriotes, vers la beauté de l'hiver caraïbe, vers l'hommage au patelin perdu de son père, vers la trace surgit tout à coup de l'Amérique précolombienne que la mémoire arawak, c'est-à-dire des Amérindiens des Antilles, se refuse à oublier. Son récit n'insiste pas sur cette épiphanie et semble avancer nonchalamment, au gré des circonstances toujours variables, mais le narrateur a fini par quitter discrètement la position de surplomb qu'il avait au départ, pour descendre à la rencontre du monde et pour faire partie de ce paysage constamment variable. Son témoignage est un acte modeste, ni engagé, ni désengagé, ni exalté, ni cynique. À l'ère contemporaine, il en va de l'acte littéraire comme de l'ironie dont parlait Vladimir Yakovlevitch. Plus de variété et moins de ferveur.